Quand on parle de fan, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle de foule en délire ou de collectionneurs passionnés. Mais, et si cette image cachait une véritable révolution créative? Et si, derrière chaque fan, se trouvait en fait un créateur en puissance qui réinvente les histoires que nous aimons tous? On peut se demander, pourquoi est-ce que les fans s'amusent à réécrire leurs histoires préférées? Ce n'est pas juste un passe-temps, loin de là. C'est un phénomène fascinant qui redéfinit complètement les frontières entre le créateur et le public. Et figurez-vous qu'il existe une théorie étonnante qui nous donne la clé pour tout comprendre. Pendant des décennies, l'idée reçue était assez simple. Les studios créent et le public consomme. Une relation à sens unique, quoi. Mais cette vision, en fait, elle passe à côté d'une vérité fondamentale sur la façon dont on interagit avec les histoires. D'un côté, on a le consommateur passif. Il regarde, il accepte, c'est une expérience souvent solitaire. Et de l'autre, on voit émerger une figure bien plus dynamique, le braconnier textuel. Lui, il ne se contente pas de consommer. Oh non, il choisit ses passages préférés, il les réinterprète et il les transforme en quelque chose de tout à fait nouveau, le tout au sein d'une communauté super créative. Alors, ce concept fascinant, il nous vient d'un chercheur, Henry Jenkins. Et ce qui est fou, c'est que bien avant l'explosion d'Internet, dans les années 90, il a formulé une théorie qui allait radicalement changer notre regard sur les fans. Le braconnage textuel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'idée que les fans s'aventurent dans les histoires comme sur un territoire à explorer. Ils ne se contentent pas de suivre le chemin qui a été tracé pour eux. Ils y braconnent les éléments qui les fascinent. Ça peut être un personnage, une réplique, un lieu, pour construire quelque chose de totalement inédit qui leur appartient. Bon, le mot braconnage peut paraître un peu fort, c'est vrai, mais il y a une analogie très simple qui permet de saisir toute la puissance de cette idée. Imaginez qu'une œuvre, ce soit un grand parc public. Le studio en est le propriétaire, d'accord? Le spectateur classique, lui, il se contente de suivre les sentiers balisés. Mais le fan, lui, c'est un braconnier. Il quitte les chemins, il s'installe où il veut, il construit sa propre cabane. En gros, il s'approprie l'espace pour en faire le théâtre de ses propres créations. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte à outils de ces braconniers créatifs? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour transformer les œuvres qu'ils adorent? Les pratiques sont incroyablement variées. On a la fanfiction, qui va explorer des relations inédites ou même réécrire des fins jugées décevantes. Il y a les fans vidéo, qui créent des récits complètement nouveaux, juste avec du montage et de la musique. Le fan art, qui réinvente l'esthétique des personnages. Et bien sûr, les forums de discussion, qui sont de véritables laboratoires où naissent collectivement les théories les plus folles. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de s'amuser. Derrière toutes ces créations se cache une dimension bien plus profonde, une forme assez subtile de résistance culturelle qui touche à de vraies questions de pouvoir. C'est une affirmation forte, n'est-ce pas? En créant, les fans défient l'idée que seul le producteur a le droit de décider du destin d'une histoire. C'est une sorte de déclaration d'indépendance créative, une manière de dire « cette histoire, maintenant, elle nous appartient aussi ». Cette résistance, elle prend plusieurs formes. Ça peut être de continuer une série annulée beaucoup trop tôt, de réécrire des scènes pour critiquer des choix scénaristiques, et, ce qui est peut-être le plus important, de donner enfin une voix et une histoire aux personnages que l'œuvre originale avait un peu laissés dans l'ombre. Cette citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit. Il y a un vrai sentiment de propriété partagée. Pour les fans les plus investis, une histoire, ce n'est pas un produit fini qu'on consomme et puis c'est tout. Non, c'est un monde vivant, un monde dans lequel ils ont le droit d'intervenir et de créer. Au cœur de cette culture, on trouve ce qu'on appelle l'économie morale. C'est une sorte de règle tacite qui dit que les créations sont des œuvres d'amour partagées gratuitement simplement par passion. C'est une éthique du don qui entre d'ailleurs directement en conflit avec la logique commerciale des studios et les lois sur le copyright. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette théorie, qui est née bien avant l'ère du numérique, est aujourd'hui plus pertinente que jamais. C'est sans doute ça le plus incroyable. Jenkins a décrit tous ces comportements en observant des communautés qui, à l'époque, communiquaient avec des fanzines en papier, dans des conventions ou via des listes de diffusion par courrier. Il a vu les tout débuts d'un phénomène que la technologie allait bientôt faire exploser. Assez visionnaire quand on y pense. Cette chronologie le montre bien. Les outils ont changé, mais pas les pratiques de fond. Des fanzines des années 90 aux vidéos TikTok d'aujourd'hui, en passant par les grands forums des années 2000, le désir de s'approprier, de remixer et de partager des histoires est resté exactement le même. Internet n'a fait que donner des outils plus puissants et plus rapides pour le faire. Au final, s'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci. Le braconnage textuel nous invite à voir les fans non pas comme des consommateurs passifs, mais comme des participants essentiels à la vie d'une œuvre. Ils ne se contentent pas de recevoir la culture, ils la façonnent, la commentent et surtout, ils la font vivre. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si une histoire est constamment réinventée par des milliers de fans, si elle vit et respire à travers leur création, à qui appartient-elle vraiment ?
toujours à son créateur d'origine ou est-elle devenue une sorte de bien culturel commun? C'est peut-être la grande question sur la création à notre époque.